C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition, ma foi, automnale, avancée, je devrais dire. On est quand même en novembre, hein, c'est mine de rien, c'est le mois le plus tristounet de l'année, semble-t-il. Oui, c'est à cause de mon répondeur dehors novembre. Des quoi là? Oui, c'est vrai. Ben oui, après chanter toi, une chanson. En plus, d'habitude, dans des endroits exotiques qui font rêver. New York, t'étais à Tokyo la semaine dernière, t'étais ensuite à Hawaï, mais là, t'étais à Kamloops. Là, je suis à Colombie-Britannique, je suis à Kamloops. Ben, en fait, je suis ici pour des affaires familiales, donc c'est pas... c'est rien de... Puis Kamloops, on peut le dire, c'est le brossard des Rocheuses. Là. C'est pas une ville qui est particulièrement exotique, mais il y a un développement très linéaire, style village de western. Village western, je devrais dire, mais c'est moderne et c'est ça. C'est pas champêtre ben. Mais il y a des montagnes autour et on va tantôt marcher. On va aller voir ce qui semble-t-il une des plus hautes chutes du Canada. Oh là là, il fait Kamloops. 2 degrés dehors, donc on va pas y aller en maillot de bain, je vous le dis tout de suite. On va revenir en à la attendant, technologie. parce que Ben oui. exactement, il faut faire les choses. On va faire un petit balado techno juste pour vous, les amis, avec nos partenaires, bien sûr, qu'on salue. Nos TELUS partenaires. et Plan TELUS. Hub. Plan Hub. Je fais de l'écho. Il y a un décalage, j'imagine, dans notre transmission. Mais je te laisse aller pour la suite dans tout ce qu'on va parler dans notre épisode. Ben, écoute, j'allais juste dire, parce que c'est le moment de l'année. Vous savez, on dit tout le temps, hey, c'est au moins une fois par année, il faut appeler votre fournisseur sans fil pour revoir le forfait que vous avez. Ça peut vous faire baisser votre mensualité. C'est maintenant, en fait. Dans les prochaines semaines, les spéciaux de Noël s'en viennent, maintenant que l'Halloween est derrière nous. Donc, si vous voulez renégocier, c'est peut-être le moment d'appeler votre service à la clientèle. Vous pouvez appeler TELUS, vous pouvez regarder sur Plan Hub, c'est là où les forfaits se trouvent. Gros épisode, effectivement, devant nous, mesdames et messieurs. On va parler de plein de choses. On va parler, parlant de pas cher, il y a des nouveaux MacBooks qui s'en viendraient, semble-t-il, du côté d'Apple, qui vont baisser la barre du prix chez Apple. Ça serait quelque chose. La rumeur. Toujours des rumeurs. On va parler d'alarmiciel, un terme qui n'est pas prononcé souvent, mais qui vaut quand même la peine d'être scruté. De la Nintendo Switch, de X, l'ex-Twitter, d'Apple Intelligence, qui va avoir droit à une injection d'intelligence artificielle additionnelle de Google, d'informatique quantique, parce que ça s'en vient ça aussi. Des lunettes Meta Ray-Ban que j'essaie depuis quelques jours, et du PopPhone, qui est un téléphone, mon Dieu, rétro-futuriste, pour pas dire juste rétro tout court. Voilà, que Pascal a essayé. Je ne sais pas à quel point on a le temps de jaser de ça très, très longtemps. C'est juste un téléphone USB, finalement. Mais c'est tellement cool, je t'assure. Je vais t'en parler. Tu vas avoir envie d'en avoir un pour Noël. Excellent. J'attends ça avec impatience. Est-ce que tu veux nous parler de la GIC, de la journée GIC, Pascal? Oui, la semaine prochaine, Alain, on va être en personne à Québec au Salon GIC, l'événement d'affaires ETI. C'est le plus grand rassemblement des professionnels du numérique de l'Est du Canada. Rien de moins. En ce moment, tu es dans l'Ouest. Tu vas revenir dans l'Est, dans le plus grand rassemblement numérique. Il y a 1500 participants avec nous, 1502 participants minimum. C'est une occasion de réseautage assez extraordinaire pour tout ce qui est TI. Toute la journée, on va faire, il y a 50 conférences, des ateliers interactifs, plein d'activités. Et nous, à une tasse de tech, on va faire en direct des entrevues avec plusieurs entreprises et pas les moindres. J'ai bien hâte de voir ça pour leur raconter comment ça se passe dans le monde de l'informatique. Ça brasse l'intelligence artificielle, renouvellement de ces parcs informatiques, discussion à propos des bonnes pratiques, transfert de fichiers, sécurité et compagnie. C'est là. Donc, venez nous voir, venez nous rencontrer, venez nous dire bonjour. Ça va être le fun. C'est notre première émission publique, Alain. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui, c'est vrai, ils vont nous organiser un espace. On va être dans le coin de la conférence, pendant la conférence. Donc, si vous êtes à la GIC ou si vous êtes dans la région de Québec, passez nous voir. Ça vaut peut-être la peine. Vous allez apprendre un ou deux trucs sur l'informatique québécoise, sans doute. Et voilà. Effectivement. À l'approche de Noël, Pascal, as-tu quelque chose qui te fait rêver? Écoute, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai vu ça ce matin dans mon fil de nouvelles. C'est un kit de Lego Star Trek. Et là, je me dis, enfin, Lego qui s'attaque aux vraies séries de science-fiction.
Hey, Il y a beaucoup de Lego Star Wars. Je vais-tu les avoir, les commentaires négatifs ici, mais enfin une vraie série de science-fiction en Lego. 3600 morceaux, l'Enterprise D, le vaisseau de Star Trek de Next Generation, avec les petits personnages. C'est un gros kit. Je comprends qu'il est 400$ américains en promotion. Il va être lancé pour le Black Friday. Ça veut dire presque 600$ canadiens pour un kit Lego. C'est pas pour les enfants. Mais écoute, ça me fait rêver mon côté geek ici. Ce qui me rappelle que la série de science-fiction, moi j'écoutais beaucoup la série Cosmos 1999 et j'étais tellement de faire l'aigle en Lego. C'est la prochaine étape. Puis aussi le Discovery. Je pense qu'ils ont fait avec de 2001 de l'espace. 2001 au-dessus de l'espace, le Discovery, le vaisseau. Je pense qu'il y en a un kit qui existe, mais ça serait mes 2 séries science-fiction. Peut-être aussi les Sentinelles de l'air pour la suite. Oh, ce serait trop cool. Et un kit Lego Star Trek, le premier, et j'espère pas le dernier. Ça me fait rêver un petit peu. Mais ce que je veux pas, par exemple, j'en glisse un mot, ça me fait trop rire, c'est Mr. Beast, ce créateur de contenu intègre avec des bonnes pratiques, qui est pas du tout à l'argent, qui s'est fait un parc d'attractions Mr. Beast à Dubaï, un endroit où les droits de l'homme sont bien respectés et tout se passe bien. Je trouve ça un peu triste comme nouvelle. Ouais, on vit à une époque où le dollar est plus précieux que les droits humains à bien des endroits. Ouais. C'est un peu le bling-bling et tout le monde, les fortunes qui sont consacrées à mettre en valeur des endroits douteux. Et Mr. Beast contribue à cette déchéance-là. J'y vais, je lance le mot. Déchéance. C'est parti, exactement. Écoute, on va retourner du côté des nouvelles plus techno encore une fois. On va amorcer nos espressos de tech avec ce qui devrait, à mon avis, être une bonne nouvelle qui va arriver seulement en 2026, mais comme tu le disais tantôt, c'est seulement une rumeur. Semble-t-il qu'Apple préparerait une nouvelle sous-gamme de produits MacBook plus abordables. Faut le prendre avec un grain de sel parce que ça peut être tout simplement un MacBook de 13 pouces qui serait vendu juste moins cher que le MacBook actuel. À puce M5, vous savez, là, il y a 2 semaines environ, on a parlé des nouveaux Mac processeurs M5, qui est la plus récente puce. Ce sont des appareils qui coûtent toujours un peu plus cher que les précédents, quoi qu'on essaie de maintenir les prix chez Apple, mais avec la fluctuation de la devise canadienne, du dollar canadien, évidemment, pour nous, ça finit toujours par coûter un peu plus cher, mais là, ce dont on s'est aperçu chez Apple, c'est que le secteur de l'éducation était pris d'assaut par Google avec ses Chromebooks. Il y a aussi, c'est moins apparent chez nous, mais des PC Windows bon marché, Windows 11, pas très cher, qui sont utilisés par certaines écoles, surtout aux États-Unis. Et Apple est à peu près absent de ce marché-là. Et Apple, surtout, avait son iPad qui était très présent dans certaines écoles, mais là, ils sont en perte de vitesse majeure dans le créneau de l'éducation. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'on peut revoir la composition des matériaux de nos MacBooks pour en faire une version très abordable. C'est quoi très abordable pour Apple? Je vous pose la question. Votre réponse est probablement aussi bonne que la mienne, mais les portables, les Chromebooks, c'est environ 500$. Donc, c'est peut-être dans cet horizon-là, mais probablement qu'on parle sous les 1000$ de façon plus générale. Évidemment, on pourrait remplacer le boîtier fini en aluminium brossé par un boîtier en métallisé, meilleur marché, des choses comme ça. J'essaie de me rappeler quand Apple a relancé au début du millénaire ces Mac, là, les gros téléviseurs multicolores, là, s'il y avait un prix de détail très, très abordable ou pas, j'ai vraiment oublié. C'était pas 999. Mais ça sent un peu le redémarrage. Ouais, aux États-Unis, ce qui était à l'époque un prix ridicule. Là, je pense que le premier Mac, il me semble que historiquement, le Apple II, si je ne me trompe pas, était 666$ américains. C'est une petite blague, 666, le chiffre de la bête. Je pense qu'ils sont montés à 999. Il me semble que c'est ça le prix de lancement de la bulle, là, du iMac. Tu penses à l'espèce de gros mauve, là? Qui a marqué l'imagination. Qui a permis à Apple de se relancer aussi par la suite. Donc, peut-être qu'on reviendrait vers ça, ou évidemment, ce serait un MacBook. On parle de MacBook, on parle pas de Mac de bureau. Donc, ça va être à suivre, mais ce serait tôt en 2026. Il y a beaucoup de rumeurs pour les Mac pour l'année prochaine. Il y a entre autres questions peut-être d'un MacBook Pro à écran tactile. Et ça fait des années qu'on en parle. Et là là. Donc, à suivre. Mais ça reviendrait, et il serait à peu près temps qu'on revienne à cette tendance d'essayer de réduire le prix des appareils informatiques, parce que pendant un bon bout de temps,
des années 2000, années 2010. L'objectif, c'était le fameux PC à 500$, ensuite le PC à 100$, ensuite. Et là, on a retourné ça à l'envers. De plus en plus, les ordinateurs coûtent cher, donc ce serait bien qu'on renverse la tendance à nouveau. Mais des Ça pourrait bons arriver en ordinateurs. 2026, donc à Des suivre. bons ordinateurs qui coûtent pas cher. C'est ça la Oui, nuance, exactement. parce que Des des ordinateurs ordinateurs, des de bonne mauvais qualité. ordinateurs pas chers, ça, il y en a plein. Des bons ordinateurs pas chers, c'est une autre chose. Un truc, je sais pas, j'utilise Chrome dans ma vie de tous les jours, le navigateur web Chrome. Mais de plus en plus pour le travail, j'utilise Edge, le navigateur de Microsoft, et je suis agréablement surpris de plus en plus. Je me dis, pourquoi je reste sur Chrome? Edge intègre depuis la version 142, si vous faites régulièrement les mises à jour de votre appareil, ce qui est une pratique de sécurité de base. Il y a maintenant une option, regardez dans les options de confidentialité de recherche et services de Edge, un détecteur d'alarmiciel, les scareware. Les faux messages qui vous disent « Oh, vous avez une attaque informatique, vous avez un virus, attention, cliquez ici pour régler votre problème de sécurité. » C'est souvent des pop-up et c'est très paniquant pour quelqu'un qui est moins à l'aise avec l'informatique. Ça se met des fois à faire du bruit, à sonner, à des couleurs vives. Attention, danger, cliquez ici. Ça s'appelle des scareware en anglais. C'est des trucs qui font peur. Qui à la base ne sont pas dangereux. Si tu fais rien, t'es correct, mais si tu te mets à suivre les instructions qu'on te donne, appeler les numéros de téléphone qui sont affichés à l'écran, c'est là que tu t'exposes à des risques en donnant tes données, en donnant ton numéro de carte de crédit, ton numéro de compte pour valider que ton ordinateur n'a pas de virus. Il y a beaucoup d'escroqueries comme ça. Donc, Edge intègre avec la version 142 et plus le détecteur d'alarmiciel et il y a une option qui est par défaut désactivée. Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, je vous suggère de l'activer. C'est une option qui permet de partager les scareware, les logiciels, les alarmiciels qui pourraient apparaître à votre écran. Ça permet de les partager à d'autres utilisateurs. Puis ça permet de les partager avec Microsoft pour dire « Hey, ça pop, c'est tout à fait... c'est un alarmiciel, c'est pas dangereux. » Puis ça permet d'informer d'autres utilisateurs puis de rendre ça plus efficace. Fait que si vous le voulez, vous pouvez partager les sites d'alarmiciels que vous avez visités. Encore une fois, je vous souhaite pas de le faire. Si vous allez sur la plupart des sites légitimes, il n'y a pas de messages comme ça. Si jamais vous visitez un site qui a des alarmiciels, il y a possibilité que ce soit partagé automatiquement. Et c'est une option qui, par défaut, n'est pas activée. Fait que vérifiez ça dans vos options. Je trouve que c'est une belle fonctionnalité. Je sais qu'il y a des gens qui poussent l'achat d'antivirus et qui poussent l'achat de logiciels de sécurité qui sont payants, qui demandent des frais mensuels, qui s'accumulent à la longue. C'est un créneau lucratif, ce créneau. Ben oui, exactement. C'est un créneau très lucratif. Je pense que pour certaines personnes, oui, ça peut être intéressant, mais pour le commun des mortels qui a une bonne hygiène informatique, simplement garder à jour son ordinateur et d'utiliser les bonnes pratiques, la bonne hygiène, encore une fois, tout simplement, de ne pas cliquer sur n'importe quoi et de regarder les fonctionnalités avancées intégrées dans ces applications actuelles. Ça peut vous économiser beaucoup d'argent puis vous donner un bon niveau de sécurité quand même. Ben, à la base, Windows 11 a des outils de protection qui sont quand même corrects. Il faut le rappeler, effectivement. On va faire un petit clin d'œil, on va faire un petit détour par le jeu vidéo pour revenir sur une petite nouvelle qui est passée un peu en douce là, du côté de Nintendo cette semaine. Ils ont publié leurs résultats financiers. Ils sont évidemment très heureux d'annoncer que la Switch 2 est un succès phénoménal. Beaucoup de gens se sont rués vers l'achat de la console. Et ce qu'on dit chez Nintendo à cause de ça, évidemment, et c'était nécessairement prévisible, c'est qu'on va montrer la porte de sortie à la Switch de première génération et se concentrer chez Nintendo au développement de jeux et de logiciels pour la Switch 2. Ce que ça signifie, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour les gens, évidemment, qui ont acheté une Switch 2. Les jeux de la Switch 2 peuvent être, de mémoire, partagés sous certaines conditions avec une Switch originale. Mais ce qu'on sent, là, c'est que ça va être de moins en moins le cas. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Et ce qui risque de se produire, et on a commencé à le voir, c'est que les nouveaux titres lancés pour la Switch 2 sont plus chers que les jeux pour la Switch à l'époque. À l'époque, ça fait pas tellement longtemps, mais un jeu pour la Switch peut coûter 70-80$. Et là, on flirte avec les 100$ canadiens, ce qui est quand même un montant non négligeable. Quand on achète 2, 3, 4 jeux, ça fait une différence. Évidemment, du côté affaires, les développeurs vont être contents, donc ils vont peut-être se ruer davantage vers la plateforme de Nintendo pour développer des jeux de très grand déploiement, parce que c'est la principale caractéristique de la Switch 2, c'est que c'est une console qui peut accueillir des jeux comparables
une certaine mesure avec ce qui se joue sur la PlayStation et sur la Xbox, qui sont les deux consoles de salon un peu plus classiques dans leur format, disons. Mais c'est intéressant de voir qu'au moins, dans ce cas-ci, on n'a pas raté le lancement de la nouvelle console. Donc, on a un an pour plusieurs années avec la Switch 2 à voir des nouveaux titres être lancés par Nintendo et par les développeurs. Mais ça va coûter un peu plus cher. Donc, ça, c'est peut-être un peu moins de bonnes nouvelles. Mais bref, si vous avez une Switch, c'est le début de la fin, les amis. Mais si vous avez une Switch 2, ben, ça va signaler que de nouveaux titres s'en viennent de probablement de meilleure qualité. C'est fou comment les jeux vidéo, à l'époque, on calculait, quand j'avais ma console Atari 2600, ce qui me rajeunit pas, je me disais que chaque partie coûtait 25 sous à l'époque dans les machines d'arcade. Et donc, t'achetais une machine qui était, j'avais payé, je crois, 600 $ à l'époque, ma console Atari 2600. Puis là, je me dis, C'est tous cher, les quand même. 25 sous que je vais économiser, t'achetais un jeu, c'était des 25 sous d'économiser. Maintenant, les parties, dans les arcades, il me semble que c'est 1 $, sinon 2 $ par partie. Ça commence à se rentabiliser, 50 parties, et les jeux sont aussi beaucoup plus élaborés qu'ils étaient à l'époque. Les jeux pour la Switch 2 sont tellement impressionnants. Je regardais le fils de ma blonde a la Switch 2, et écoute, il y avait des feuilles mortes qui volent dans le vent, des effets d'atmosphère, de pluie, une débauche de pixels qui était impensable à l'époque. Non, mais à l'époque, tu comptais les pixels que tu avais sur ton écran, puis il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, maintenant, tu as de la possibilité de mettre des effets C'est magnifique, les jeux. Je trouve ça assez impressionnant. Oui, Une autre nouvelle, on va passer aux réseaux sociaux, on va passer à Twitter. Si vous avez un compte Twitter et que vous avez créé une clé de sécurité, il va falloir la recréer bientôt parce que le Twitter disparaît. Je trouve que c'est tellement ridicule qu'Elon Musk ait choisi que passer d'une marque aussi connue et populaire pour passer à X comme nom de réseau, c'est ridicule. C'est comme, là, c'est plus Cornflakes, ça s'appelle Z. Ça n'a aucun bon sens. Mais si vous avez une clé de sécurité, moi, je n'utilise plus Twitter depuis un long moment. Je veux pas que quelqu'un prenne mon compte. Je veux pas que quelqu'un se mette à tweeter en mon nom. Parce que Twitter a la mauvaise habitude de redonner à des gens qui sont actifs les comptes qui sont inutilisés, ce qui est une pratique absolument déplorable. Donc, vous allez devoir recréer votre clé pour avoir x.com comme clé d'accès. On a jusqu'au 12, je crois, 12 novembre pour le faire, ce qui je trouve est très rapide comme transition. Fait que n'hésitez pas à le faire si vous avez besoin d'une clé de sécurité. Encore une fois, ça va toujours être possible de récupérer son compte si jamais vous n'avez pas votre clé de sécurité active, mais il va falloir passer par plus de pirouettes pour retrouver son compte. Créer une clé d'accès avec x.com plutôt que Twitter, ça va vous aider. Et ça me permet de faire une parenthèse vers les 40 millions d'utilisateurs de Blue Sky. 40 millions d'utilisateurs pour Blue Sky, c'est beaucoup. Au début, c'était 15 millions, quelque chose comme ça. On parle de combien de milliards combien de milliards d'utilisateurs pour Facebook et compagnie. Grosse différence. Facebook et Instagram sont à 1 milliard au-dessus. Facebook, c'est 3 milliards, je pense. Est-ce que c'est 3 milliards d'humains légitimes et tout le kit? Ça, c'est une conversation. Et c'est ça que je veux souligner, c'est que sur les 40 millions d'utilisateurs Blue Sky, il n'y a pas une journée sans que je vois une jeune femme célibataire de Paris qui m'écrit avec un nom qui a aucun bon sens, un compte qui est manifestement fait par l'intelligence artificielle. Je me dis, comment ça se fait qu'en 2025, on n'est toujours pas capable de détecter les faux comptes, les photos de bulles des photos générées par l'intelligence artificielle qui ont des centaines de likes. Qui fait ça? Puis des articles de médias sérieux qui ont 2 likes, 1 retweet, puis il y a tout un cercle, il y a toute une économie autour de la création de faux comptes qui est un peu ridicule. On en a annoncé avec cette annonce-là des 40 millions d'utilisateurs de Blue Sky qu'on allait tester un bouton « Je n'aime pas » pour pour personnaliser son flux de découverte et de contenu. Et l'autre option que je trouve intéressante, c'est qu'on va pouvoir mettre de l'avant son voisinage d'utilisateurs Blue Sky pour prioriser les messages des gens qui sont proches de toi. Géographiquement, là.
Dans les intérêts, je pense que si, par exemple, OK. je te suis sur Blue Sky et que tu suis d'autres gens, il va prioriser les gens que tu suis versus des gens de monde que je connais pas. Fait que ça va, Ça va pas renforcer j'espère. les fameuses chambres d'écho, c'est le fameux problème là, Et qui, c'est qui, ce qui est que je vois endémique aux réseaux ici. sociaux. Ben oui. C'est ce que je Mhm. vois ici, mais je me dis, si tu te mets à identifier les utilisateurs légitimes, je comprends pas qu'avec l'intelligence artificielle et compagnie, tu détectes pas les patterns des faux comptes versus les humains. Tu sais, généralement, un Mhm. humain va se connecter avec des gens de certains domaines et tout, pas de façon aléatoire partout dans le monde, à des gens partout. Est-ce que ce serait une façon de détecter et d'éliminer et de réduire la portée des faux comptes? Le fait qu'on détecte le voisinage, parce qu'à un moment donné, c'était le voisinage d'un faux compte, puis le voisinage d'un faux compte, tu détectes toute cette Ça devient un réseau. tout ce Ben oui. réseau-là de faux comptes, ben, tu pourrais peut-être d'un clic diminuer leur portée rapidement. J'espère qu'on va mettre de l'avant les vraies personnes. C'est pas possible qu'il y ait autant de faux comptes sur un tout nouveau réseau social. Les pirates n'arrêtent pas, ne dorment jamais. Non, ça c'est très vrai. T'as entièrement raison. Et Ben, écoute, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour toi parce que les humains, n'est-ce pas, sont toujours à la traîne de l'intelligence artificielle qui fait saliver les grandes entreprises. Ça fait un petit bout de temps qu'on parle d'Apple Intelligence et de la volonté d'Apple de jouer dans la cour des grands là, de ce côté-là, mm, du côté de l'intelligence artificielle générative. On a fait plein de promesses dans la dernière année du côté d'Apple et on tarde à les remplir parce qu'on a de la misère à développer un modèle interne comparable à ce que Google fait avec Gemini, ce que OpenAI fait avec GPT. Et là, je ne veux pas dire qu'on aurait abdiqué, mais j'ai l'impression qu'on vient de régler un dossier chez Apple en signant une entente avec Google pour utiliser un grand modèle de langage basé sur Gemini qui va animer en bonne partie Apple Intelligence, probablement à partir de l'année prochaine. C'est une transaction financière. Apple va remettre 1 milliard de dollars par année, dit-on, c'est la rumeur, à Google pour utiliser ce modèle de langage-là. C'est pas simplement Gemini qui va s'habiller avec des nouvelles couleurs parce qu'on dit que ce sera une version du modèle de Google qui va être installé sur les serveurs d'Apple, le fameux Private Cloud Compute. Je ne sais plus comment il l'appelle en français, là, mais c'est les serveurs d'Apple qui sont détachés du reste du réseau Internet. Ça permettrait de livrer des fonctions avancées d'intelligence artificielle, mais d'automatisation. Il y avait certaines fonctions qui ont été présentées là, qui permettaient de faire un suivi automatisé de, par exemple, prise de rendez-vous ou d'exécution de certaines tâches basées sur ce qu'on a vu dans, par mm. exemple, le courriel ou des choses comme ça. Ce que tout le monde en intelligence artificielle promet depuis, depuis Oui. des années, mais qu'on n'a toujours pas vu. Et là, ce qu'Apple essaierait de faire, c'est de régler ça. On dit que le modèle que Apple va obtenir serait capable de gérer 1200 milliards de paramètres pour vraiment faire son travail. Le modèle d'Apple Intelligence actuel aurait 150 milliards seulement de paramètres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui serait presque 10 fois plus puissant, mettons 8 fois. Donc, c'est quand même pas rien. On verra évidemment l'année prochaine comment ça se débloque, ou en tout cas dans les prochains mois. Et on dit du côté d'Apple, ou en tout cas on dit dans la nouvelle, selon ce que la nouvelle a pu obtenir chez Apple, que Google n'aurait pas accès aux données qu'Apple collecterait pour son modèle dans son infrastructure. Donc, il y a toujours cette notion de vie privée là, qu'Apple tente de jouer, qui la distinguerait de ce que proposent ses rivaux, notamment Google avec Gemini sur Android et partout ailleurs dans son écosystème, et Copilot du côté de Microsoft. Ça va être intéressant de voir comment ça va se déployer ça chez Apple, mais pour l'instant, c'est seulement l'Apple Intelligence de base qu'on a sur les appareils d'Apple et je vois pas personne utiliser, comme dans la publicité, Gemini tout le temps ou Siri tout le temps ou même Copilot tout le temps de la façon que c'est annoncé. Donc, je sais pas à quel point ça va évoluer. Mais clairement, les fabricants, eux, poussent de plus en plus leurs assistants comme ça, là, un peu partout. Je pense que les gens qui sont seuls, on les voit toujours des gens seuls en train de parler avec Siri. C'est peut-être ça. C'est peut-être qu'on les Ben voit oui. pas parce que les gens qui utilisent de façon quotidienne et fréquente l'intelligence artificielle Ils sortent pas interagissent pas beaucoup. avec le reste du monde. Je sais pas, c'est une bonne question. Ça, C'est ça, ils effectivement. interagissent pas avec des vrais humains. Et c'est ça le marché qu'on vise. Et je me demande si Apple là-dedans joue pas est pas astucieux en disant on va laisser Google, on va laisser les concurrents brûler de l'argent pour développer des modèles d'intelligence
l'intelligence artificielle. Nous, on va payer à l'utilisation, on va s'attendre des résultats. Ça nous permet toujours de reculer si jamais. Ben oui. Et j'émets l'hypothèse que Apple doit travailler derrière pour créer son propre modèle d'intelligence artificielle. Je pense pas qu'Apple va se laisser un peu comme on travaillait. Il va quand même avoir le modèle d'Apple par-dessus Gemini. Cette entente financière-là, cela dit, ça arrive après un jugement de la Cour américaine qui permettait à Google de continuer de vendre ses services de façon semi-monopolistique. Là. C'est compliqué à expliquer, mais à longue histoire courte, c'était cette notion de ce que une entreprise comme Apple pouvait payer Google pour avoir accès à ses services. Et la Cour américaine a dit « Ah oui, allez-y, continuez. » Donc clairement, c'est probablement la suite de ça aussi qui fait qu'en ce moment, on parle de cette entente-là. Plus ils ont de données, plus ça marche. Alors, c'est tant mieux. C'est ça qui est le modèle. On va parler de la semaine de jeux vidéo à Montréal du 10 au 16 novembre, le SJVM, semaine du jeu vidéo à Montréal du 10 au 16 novembre. C'est pour mettre en lumière la communauté de jeux vidéo de Montréal, la capitale internationale du jeu vidéo. Vaut mieux que ce soit Montréal que Dubaï. Petite pointe à Dubaï encore. C'est une initiative communautaire qui regroupe beaucoup d'organismes liés aux jeux vidéo au Québec, entre autres Pixel, Clever Endeavor Games, la Guilde de jeux vidéo du Québec et d'autres organismes liés aux jeux vidéo. Jetez un coup d'œil là-dessus sur le web, il y a plein d'activités de conférences, 4 jours d'activités sur les jeux vidéo. C'est une grosse industrie à Montréal. On va en profiter, on va en être fiers. Célébrons ça du 10 au 16 novembre. Ben oui, c'est une bonne idée, effectivement. Et si vous voulez en plus célébrer autre chose qui est québécois et qui de ces jours-ci fait beaucoup parler, parlons d'informatique quantique. On peut pas s'acheter un ordinateur quantique encore, mais ça commence à bouger beaucoup. Il y a eu une nouvelle qui a été publiée il y a à peu près 10 jours du côté d'IBM qui a annoncé avoir réussi à créer un système de correction d'erreurs quantiques basé sur des puces AMD, des puces classiques, ce qui, semble-t-il, enlève une barrière à la commercialisation ou à la production d'un premier ordinateur quantique qu'IBM espérait lancer en 2029. 2029, c'est une année clé parce qu'il y a une entreprise québécoise de Sherbrooke qui s'appelle Nord Quantique qui espère, elle aussi, avoir en 2029 des systèmes quantiques prêts pour les centres de données. Par exemple, les centres de données de traitement de données d'intelligence artificielle. L'efficacité d'une puce quantique, même si on n'est pas encore 100% dans le vrai quantique, c'est un ordre de grandeur de 9 à 10 fois, et si c'est pas plus. Chez Nord Quantique, on dit qu'on peut réduire de 90% la consommation d'énergie d'un centre de données d'intelligence artificielle grâce à cette technologie pour le même résultat. Donc, clairement, là, on réglerait un problème parce qu'on parle beaucoup de la consommation d'énergie des IA. Alors là, on aurait une solution. Et Nord Quantique vient d'être reconnu par l'armée américaine, la défense américaine, qui l'inclut dans la phase B de son Quantum Benchmarking Initiative, qui vise évidemment à développer une infrastructure quantique pour des notions de défense aux États-Unis. On dit que cette certification-là ou cette sélection-là permettra à Nord Quantique de signer de lucratifs et juteux contrats valant plusieurs millions de dollars pour offrir des services à des entreprises liées à la défense américaine. On promet aussi, grâce à cette initiative-là, d'avoir un support pour créer un bon plan de R&D, pour construire les premiers prototypes d'ordinateurs quantiques. Et bref, il y a vraiment toute une stratégie commerciale qui s'en vient derrière ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Nord Quantique qui est basé à Sherbrooke, qui fait partie de l'écosystème de sociétés qui travaillent sur l'informatique quantique dans les cantons de l'Est, dans la région, souvent liée à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va débloquer, mais c'est une petite nouvelle de ce côté-là qui est quand même assez intéressante. Et il y a aussi, dans le budget fédéral de mémoire, il y avait une somme d'argent réservée au projet informatique quantique qui va aider ces entreprises-là à pousser encore un peu plus leur recherche. Évidemment, ça fait des années qu'on dit que ça s'en vient, l'informatique quantique. Donc, là, on a mis une date, on dit 2029. Donc, croisons-nous les doigts et espérons que ça tienne. Et on s'en reparle. Bon, on va s'en reparler avant ça, mais j'ai hâte de voir en 2029 si effectivement on va avoir les premières machines quantiques telles que promis. Est-ce que quantique va devenir la suite de HD, de 4K, de IA? Ça va être quantique pendant des années. Une tasse de quantique, on va réserver le nom de domaine tout de suite. Une tasse de qubit, ben oui, à suivre. Une tasse de cubique, j'adore ça. Cette semaine, j'ai reçu des messages qui ne sont pas frauduleux de Google qui m'informent. Et j'avoue que je le pensais pas.
que mes informations bancaires ont bel et bien été fuitées par Desjardins. Tu vas dire, la fuite de Desjardins, ça date de longtemps. J'avais reçu plusieurs messages de plusieurs organismes de surveillance qui disaient que non, tout est beau, votre dossier. Et là, boum, Google m'informe que mes informations bancaires, mon numéro d'assurance sociale, numéro de téléphone, date de naissance a été fuité par Desjardins. C'est assez inquiétant. Vérifiez ça si vous l'avez reçu. Google offre une surveillance, encore une fois gratuitement, des informations qui circulent sur vous dans le dark web. Alors profitez-en si jamais vous ne le faites pas. Encore une fois, c'est gratuit, ça vaut la peine. Et ça me permet de parler d'un truc, une recherche du VPN, NordVPN, qui mentionne la valeur d'une carte de crédit volée. Et ça, j'avoue que ça m'a fait... As-tu une idée? Je ne sais pas si tu as vu l'étude en diagonale. La valeur d'une carte de crédit volée canadienne a diminué depuis 2023. Elle est diminuée de 26%. Et combien ça vaut si je prends ton numéro de carte de crédit, Alain, puis que je le mets sur le dark web? Ça vaut 8,20$ environ pour avoir tes informations de carte de crédit. Et là, c'est fou parce que le fraudeur, il paie 8,20$ pour avoir tes informations de carte de crédit. Et là, il doit monétiser ça, souvent en faisant des petites transactions sur des sites pour valider. Souvent, l'idée, c'est d'acheter des cartes cadeaux, d'acheter des trucs comme ça que tu peux, ou il parlait même d'acheter des billets d'avion et se les faire rembourser d'une autre façon pour prendre l'argent de ta carte de crédit. Les cartes de crédit les plus coûteuses seraient celles au Japon. Ensuite, aux États-Unis, il y aurait les cartes, 60% des cartes revendues sur le dark web clandestin. Le dark web clandestin, c'est un peu redondant. Ben oui, c'est un autre niveau de troisième sous-sol à l'Internet. Ça. Vraiment secret. 60% des cartes revendues seraient américaines sur le dark web. Ensuite, Singapour, l'Espagne, le Canada se retrouvent en 8e place des cartes de crédit les plus revendues dans le monde. Ça vaudrait 32$ pour une carte japonaise. Les cartes japonaises valent plus cher. Il semble qu'il y a une question d'offre et de demande, et aussi une question de mesures antifraude. Plus il y a de mesures antifraude, plus c'est difficile de monétiser la carte de crédit, l'information de carte de crédit que tu as vendue. Fait que je comprends que les cartes de crédit japonaises sont soit rares, soit plus faciles à monétiser, un des deux, et que les cartes canadiennes sont peut-être moins rares et peut-être moins faciles à monétiser. C'est un peu flayé, mais c'est quand même pas cher. Puis il paraît que ça se vend par lot sur le dark web, fait que tu peux acheter... C'est ce que j'allais dire, c'est probablement que c'est des montants plus conséquents, mais tu obtiens des milliers de numéros, des centaines de numéros, quelque chose comme ça. Là. Et puis là, c'est ça. Puis là, il faut les essayer. Puis il paraît qu'il y a toute une industrie là-dessus. Jetez un coup d'œil, NordVPN, il y a une étude sur leur site qui montre les détails de tout ça. Le grand truc pour prévenir ça, c'est regarder régulièrement vos numéros vos relevés de carte de crédit. Vos relevés, oui, assurez que les transactions sont légitimes. C'est ça, signaler les transactions anormales rapidement. Il y a une protection contre les fraudes, mais à un moment donné, si ça dure pendant des mois, ça peut être plus difficile à justifier. Puis évidemment, ces fraudes-là, ça peut être des semaines après, ça peut être des mois après. On dit que 87% des cartes de crédit volées, selon NordVPN toujours, seraient encore valides pendant 1 an. Fait que les gens n'annulent pas nécessairement. Tu fais une transaction sur le web, tu t'en rends pas compte, les données sont fuitées, les informations de ta carte de crédit circulent, puis peut-être 3 mois, 6 mois, 8 mois après, boum, tu as une transaction bizarre. Fait que c'est pas nécessairement le lendemain, c'est pas nécessairement dans les minutes suivantes que tu vas avoir une transaction anormale. Fait que soyez vigilants, jetez un coup d'œil sur vos relevés de carte de crédit. Je me suis pris ça comme résolution l'an dernier, puis tu regardes, puis ça te permet en même temps de détecter les abonnements que tu n'utilises plus, ça te permet de détecter des trucs comme ça. Puis ça te fait économiser et de payer moins, Alain. Payer moins. C'est écrit là. C'est un excellent livre que je recommande à tout le monde aussi. Merci Pascal. Ça fait le tour de nos espressos de la semaine. On va prendre une courte pause et on revient tout de suite avec nos gadgets qui sont aux extrêmes, aux antipodes des nouvelles technologies cette semaine. Restez avec nous à une tasse de tech. Re-bienvenue à une tasse de tech. Édition rétro, en tout cas en ce moment, si vous regardez notre vidéo ou si vous essayez de savoir comment on fonctionne avec nos micros haute qualité, Pascal a présentement un combiné téléphonique style 1986
à l'oreille. Parle-nous de ça, Oui. Pascal. Parle-nous de ça et dans ça, en fait, Oui, le ben c'est pop ça. phone. Bon, pour être honnête, en ce moment, j'ai conservé mon micro standard, mon micro ici là qui est assez fantastique, HyperX. Il faudrait que j'en Mhm. parle. D'ailleurs, mon micro HyperX qui est vraiment vraiment le fun pour faire des appels vidéo, des conférences vidéo avec une qualité sonore incroyable. Simplement une question de configuration. J'aurais pu parler avec le micro. C'est le pop phone de Native Union qui a eu son heure de gloire en 2016, si je ne m'abuse. Oh, quand même. 2009, si je ne m'abuse. Pour le 15e, c'était à l'époque un combiné téléphone qu'on branchait dans la prise d'écouteur de son téléphone cellulaire avec une petite prise 1.8 Mhm. et Native Union, une compagnie française. Je suis allé visiter leur bureau lors de mon dernier séjour en France. Ils ont relancé le Pop Phone en version USB-C. Alors, on peut le Ah bon? brancher dans son téléphone Apple, les téléphones récents, évidemment, on peut le brancher dans son téléphone Android, et ça sert de combiné, et ça ressemble en tout point au bon vieux combiné de téléphone à cadran qu'on avait il y a pas si longtemps dans ma tête, avec le fil boudiné, qui est Mhm. extraordinaire. Et c'est drôle parce qu'encore une fois, je donne ça au fils de ma blonde. La première chose qu'il a fait, c'est tourner le fil avec son doigt parce qu'il a vu ça dans les films et les séries télé. C'était tout ce qu'il voulait Ben faire. oui. Je pense qu'il savait pas dans quel sens parler. C'était très drôle, mais ce combiné-là, il semble que ceux qui aiment pas ceux qui ont peur des ondes émises par leur téléphone apprécient beaucoup. Et deux, il y a OK. l'effet bœuf aussi, là. Tu sais, t'es dans une salle, tu sors ce combiné-là. Tu peux parler confortablement, tu n'as pas besoin de mettre d'écouteurs dans tes oreilles ou sur tes oreilles. Tu as un bouton dessus. Tu as un bouton, c'est le seul compromis moderne qui permet de démarrer, de raccrocher le téléphone et Ah, aussi Oui, tout à fait. Fait que tu as comme le clic, double clic qui permet de contrôler certaines fonctions. J'ai écouté de la musique avec. C'est comme oh, ça laquelle. doit être de qualité exceptionnelle, ben oui. C'est ça. La qualité, c'est drôle parce que j'essaie de qualifier. C'est pas du hi-fi, là. C'est pas de la haute fidélité qu'on entend. Mais je trouve que c'est un son l'effet nostalgie est vraiment incroyable. Il y a un côté complètement anachronique à parler avec un combiné téléphonique. J'ai le réflexe de parler dans le dans le combiné, Ben alors que oui, c'est pas le forcément, ben combiné que oui. j'utilise. Le fait de le poser sur son oreille, on peut entendre, ne pas entendre, on peut vraiment confortablement. Si on a un appel en attente, si on est en appel vidéo, c'est assez cool parce que tu parles, puis on voit qu'on t'écoute, versus simplement poser des Ouais. écouteurs sur ses oreilles. Fait que j'aime beaucoup ça. C'est pas très cher, c'est une soixantaine de dollars si je ne m'abuse. Il y a un 10% de rabais si jamais vous avez envie là, sur le site. Vous pouvez vous inscrire, il vous donne un rabais et puis c'est livré partout dans le monde. Fait que si jamais vous en avez envie, Le puis c'est pop offert dans plusieurs phone. couleurs, pas 50 $ canadiens, puis un rabais de 15% qui est offert sur le site si on s'inscrit à leur infolettre et tout. La Mhm. compagnie, c'est une compagnie qui est B Corp, qui utilise des produits réutilisables conçus pour durer bien fait. Et le petit potin que je ne dévoile pas dans mon billet, c'est que faut pas que j'en parle trop, mais il y a plusieurs accessoires qui vont être lancés prochainement, qui vont évoquer le téléphone. Je peux pas en dire plus, mais ça va être très, très joli. Et le téléphone, le Pop Phone version 2025 USB-C est offert en beaucoup de jolies couleurs festives. Un rouge alarme en couleur pain, en couleur rose, vert, des belles, belles, belles couleurs. Si vous faites beaucoup d'appels vidéo, si vous voulez surprendre, si vous voulez faire plaisir pour l'amateur de technologie qui a tout, je trouve que c'est une super belle Un compagnie, peu rétro quand même. super beau Ben produit, puis oui. c'est super rétro. Je sais pas combien de temps la mode va durer. Le téléphone, il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires entre 2009 et 2013. Ce qui a fait beaucoup de mal, c'est la contrefaçon. Il y avait beaucoup, beaucoup de Ah, ben oui. contrefaçons Ben c'est de toutes facile à sortes de refaire, ben oui. qualités, Mhm. évidemment. Fait que là, c'est décevant. Puis aussi, ben, après un certain temps, la mode a passé. Mais là, avec le retour comme ça, je trouve ça chouette, compagnie responsable. Puis c'est un bel objet. Juste d'avoir ça là sur Ben, il manque le euh, socle, non, pour le déposer comme dans un téléphone traditionnel. Ça exactement. Tu peux le ça poser complèterait sur ton bien bureau.
C'est ça, mais t'as pas le socle. Le socle serait un accessoire assez extraordinaire. Tu pourrais décrocher ton téléphone quand tu as un appel vidéo ou tu pourrais t'en servir pour répondre à un appel avec le combiné comme ça. Je trouve ça serait beaucoup bien plus ça. agréable. C'est nono, là, mais le fait de tenir un combiné de téléphonie, il y a quand même beaucoup d'ergonomie, il y a quand même beaucoup de recherche qui a été faite. C'est très confortable versus tenir un téléphone, là, un bloc rectangulaire en tenant un combiné, c'est beaucoup plus léger et confortable. Puis on a le fil boudiné avec lequel on peut s'amuser si jamais on veut. Moi, Fait que j'aime beaucoup j'attends ça. la version de ça de téléphone à roulette en forme de hamburger qu'on ouvrait et dans lequel on pouvait parler Oui, les quand j'étais téléphones jeune. Il y avait aussi, tu me fais penser au disc burger, le lecteur de disque, le tourne-disque, qui était une espèce de hamburger, qui était deux morceaux que tu mettais, puis tu faisais tourner ton disque. C'était Ah, très celui-là, je ne particulier. l'ai pas vu. Le Mais tourne-disque le était comme téléphone, je m'en la souviens, par exemple. boulette, et le téléphone, le tourne-disque était comme le pain par-dessus, Le pain le disc hamburger. burger. Eh bien, ça me dit rien. Merci, Pascal. Raccroche pas, reste avec nous. Non, je raccroche pas. Faut pas que Ne j'accroche le quitte pas la bouton, là. ligne. Votre appel est important pour nous. Moi, je vais vous parler d'un truc que j'ai essayé depuis quelques semaines et qui m'a agréablement surpris. Ce sont les lunettes, les fameuses lunettes de Meta, les lunettes Ray-Ban de deuxième génération. Oui. On dit lunettes Meta Ray-Ban, mais il y a aussi les Oakley. La marque Oakley. Les deux marques, Ray-Ban et Oakley, appartiennent à Essilor-Luxottica, qui est un géant de la lunette italien qui possède plusieurs marques. Et dans ce cas-ci, j'ai dans la main les Meta Ray-Ban Headliner, qui dans le fond est une forme de monture particulière. Ray-Ban, il y a 3 versions de ces lunettes-là chez Ray-Ban. Il y a les Headliner, les Wayfarer, qui est la fameuse lunette Ray-Ban que tout le monde connaît. Et je pense que l'autre, c'est Skyler, qui est un peu plus arrondi. Dans les 3 cas, c'est la même monture que les lunettes non connectées. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre les lentilles que vous voulez là-dedans après une fois que vous avez acheté les lunettes, parce qu'on les vend chez Meta et chez Ray-Ban avec des verres, différents types de verres, mais on peut avoir aussi une prescription que vous pouvez faire après avoir acheté les lunettes, ou vous pouvez mettre la teinte de votre choix. Moi, j'avais les verres transition qui ne faisaient pas mon affaire en termes de verres fumés, donc je les ai remplacés par des verres bleutés avec filtre de UV et de lumière bleue. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce côté-là. Est-ce que c'est très cher remplacer Ben les oui, ben c'est verres? ça. C'est pas la principale particularité de ces lunettes-là. Il y a plein d'autres fonctions connectées, mais tu fais bien de le dire, ça commence à 520 $. C'est des lunettes qui ne sont pas un cadeau. Mais cela dit, quand on achète des Ray-Ban, en partant, c'est 300-400 $ facile. Donc, c'est vraiment une surprime pour avoir les fonctions connectées. Quelles sont-elles, ces fonctions? Bien, il y a des écouteurs, il y a des micros et il y a des caméras sur les lunettes. Il y a 2 caméras qui permettent de faire des photos de résolution de 5 mégapixels. On peut faire de la vidéo d'une résolution maximale de 3K, qui est quand même l'ultra haute définition, c'est la haute définition plus. Et ce qu'on peut faire quand on fait des vidéos, on fait des vidéos d'1 minute ou de 3 minutes. Il y a un bouton sur la monture qui permet d'activer la fonction. On peut le faire aussi par commande vocale en parlant à Meta, Meta, qui est l'intelligence artificielle de Meta, finalement, elle a le même nom. Il y a sur la monture de la partie de droite, il y a une surface tactile qui permet, si vous écoutez de la musique, d'ajuster le volume, permet aussi d'activer certaines commandes. Et la principale, en fait, la raison pour laquelle moi je voulais les essayer, c'était simplement pour les porter et écouter de la musique quand je fais du sport à l'extérieur de l'exercice, la course en montagne, entre autres. Et pour ça, j'étais extrêmement satisfait. La qualité sonore de ces écouteurs-là, de ces lunettes-là, je devrais dire, est étonnamment bonne pour écouter de la musique. Évidemment, c'est pas un casque comme un gros les AirPods Max, des choses comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui, si vous voulez une expérience musicale open ear, donc sans avoir un écouteur dans l'oreille, sans bloquer le son ambiant, c'est vraiment très bien parce qu'en plus, comme c'est des lunettes, elles ne tombent pas de vos oreilles tout le temps. Vous pouvez courir, sauter partout, faire du vélo, écouter une musique pas trop fort et ça vous permet quand même d'entendre ce qui se passe autour de vous. Donc, il y a cet élément-là qui est très important. Il y a, je vous ai deux caméras. Généralement, il y en a juste une qui prend les photos et c'est généralement celle de droite. De ce que j'ai compris, ça n'arrive pas à tous les coups. Des fois, c'est celle de gauche, mais je ne sais pas c'est basé sur quel critère. C'est pas toujours indiqué. Donc, quand vous faites
si vous dites, je vais enfin remplacer mon téléphone pour prendre des photos des choses autour de moi, on n'y est pas tout à fait. Parce que premièrement, c'est jamais centré tout à fait dans notre champ de vision là où on voudrait. Et c'est aussi un objectif très grand angle, c'est-à-dire qu'on prend un très grand champ de vision. Et si vous voulez juste l'élément au milieu et vous voulez zoomer, ben là, vous perdez beaucoup de résolution. Donc ça devient rapidement un problème. Donc c'est un appareil plus ludique, mais les caméras servent à utiliser l'intelligence artificielle de Meta, qui pousse beaucoup la reconnaissance d'images dans son modèle. Donc, vous pouvez demander à Meta, hey, qu'est-ce qui est devant moi? Quelle marque de voiture est devant moi? Quelle est la couleur? Quelle est la plante que je regarde? Et la plupart du temps, elle a une réponse qui est pas mal vraie. C'est pas toujours la réponse qu'on voudrait. Si vous demandez, hey, c'est quoi la voiture? Elle va dire, ben, c'est une voiture blanche. Elle vous dira pas la marque, le modèle, l'année. Elle va pas toujours dans le détail très précis. Mais ça peut être intéressant parce qu'on a tout d'un coup un assistant numérique à portée de voix sans avoir à sortir un téléphone, sans avoir à parler à sa montre, C'est très naturel. Ça a l'air un peu fou parce qu'évidemment, on parle à nos lunettes. Là. Fait que si vous marchez dans la rue et vous parlez à vos lunettes, les gens autour ne savent pas que vous parlez à quelque chose, sinon que vous essayez de parler à un humain. Et s'il y a un humain près de vous, il pense que vous le parlez à lui, ben là, c'est là où vous engagez une conversation sans le savoir avec quelqu'un que vous entendez peut-être pas parce que pendant ce temps-là, vos lunettes, elles, vous parlent. Ce qui est intéressant, c'est que le volume est quand même assez bon dans ces lunettes-là. Donc, si vous parlez avec Meta ou si vous écoutez de la musique ou peu importe, le son est assez fort. Ça peut faire, si vous prenez, bien évidemment, si vous écoutez de la musique dans un lieu public et que vous mettez le volume à fond, ça va être pas très bon pour vos oreilles, mais les gens autour vont l'entendre aussi. Donc, il faut faire attention. Mais globalement, ce que ça fait, c'est que vous risquez aussi de ne pas entendre entièrement ce qui se passe autour de vous. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Mais ça fera pas, ça remplace pas des bons écouteurs avec insonorisation si vous êtes dans le métro, si vous êtes dans un véhicule, quelque chose qui fait du transport qui est bruyant, s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, vous n'entendrez pas exactement ce qui est dit, surtout quand c'est de la voix. Donc, l'intelligence artificielle de Meta, qui fonctionne en français en passant, et dans plein d'autres langues, si c'est bruyant autour de vous, vous ne l'entendrez pas. La même chose vaut si vous passez un appel, parce qu'on peut faire un appel en mode main libre avec ces lunettes-là à travers son téléphone par jumelage Bluetooth. Et pour un main libre, c'est vraiment un très bon main libre. Les gens à qui vous parlez vont peut-être pas trop se rendre compte que vous parlez dans un main libre. Meta fait beaucoup attention à la disposition et à l'utilisation des micros dans les lunettes, parce qu'éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une fonction. En anglais, c'est du beamforming, c'est-à-dire qu'on cible la source de la personne qui parle pour bien entendre strictement la personne. La prochaine étape pour Meta là-dessus, c'est la traduction instantanée. C'est-à-dire que vous laissez vos lunettes écouter quelqu'un qui parle une autre langue, il va vous traduire dans votre langue ce qui se dit. Il y a une version de ça déjà en bêta dans l'application qui vient avec les lunettes, mais c'est limité à quelques langues pour l'instant et ça ne fonctionne pas 100% bien. Mais cette fonction de traduction-là, c'est vraiment l'élément sur lequel les fabricants d'appareils qui utilisent l'intelligence artificielle poussent beaucoup. C'était un peu le fantasme de Mark Zuckerberg, si vous vous rappelez, là, quand il parlait d'intelligence artificielle au début, il y a quelques années, où il disait que lui, il espérait là, garder en vie même les langues les moins populaires, les plus isolées partout dans le monde. Et bon, évidemment, on n'est vraiment pas rendu là, mais si vous êtes curieux de traduire de l'espagnol vers le français, des choses comme ça, vous pouvez le faire avec les lunettes. Il y a un délai. Ça prend une petite seconde. Il y a des fois des erreurs dans l'interprétation. J'ai essayé avec un autre appareil une traduction du japonais vers le français et c'était vraiment pas, c'est même pas proche d'être correct. Donc, on n'est pas encore 100% à point là-dessus. Mais on y met beaucoup d'efforts et les lunettes permettent de faire cette traduction-là en direct. Donc, c'est même assez intéressant. Tout ça ensemble, évidemment, ça exige d'avoir une batterie. Il faut les charger. L'étui comporte une pile au fond, si jamais vous... c'est pas vraiment visible, mais c'est l'étui qui vient avec les lunettes. Ça permet de recharger 3 ou 4 fois. On dit qu'on a 8 heures d'autonomie sur les lunettes par charge. C'est 8 heures d'utilisation très légère. Si vous écoutez de la musique, c'est moins que 8 heures. C'est peut-être 5 heures, quelque chose comme ça. Ça dépend du volume, parce qu'évidemment, c'est assez niché comme... c'est-à-dire que c'est un petit appareil avec une petite batterie, donc même si vous ajoutez le volume, ça va affecter l'autonomie. Mais c'est quand même un petit peu plus que ce que faisaient les anciennes lunettes Meta. C'est un beau progrès. Il y a aussi, et ça va être le fun, si ça vous intéresse, ça va venir en janvier, une version de ces lunettes-là avec affichage, les Ray-Ban Meta Glasses with Display, on les appelle littéralement comme ça. Donc c'est en anglais, c'est un peu dommage, mais je les ai essayés l'autre jour et c'est vraiment intéressant de voir comment ça a évolué parce que en plus de pouvoir faire des appels, vous allez pouvoir faire des appels vidéo à travers Messenger dans vos lunettes et dans le coin de votre champ de vision, vous allez voir la personne à qui vous parlez.
Évidemment, à l'autre bout, l'autre personne, elle ne vous verra pas parce qu'il n'y a pas de caméra qui est pointée vers vous. Mais je pense que ça va être l'avatar qu'on voit là, sur Facebook et Instagram qu'on peut créer, qui va être utilisé pour vous représenter. Mais avec l'affichage, là, c'est une autre conversation. Les lunettes sont pas si mal. La monture est un peu plus épaisse. On voit pas vraiment de l'extérieur qu'il y a un projecteur avec une image dans la lentille. Mais ce qu'on a fait, c'est que dans la lentille droite, on a mis un petit bloc de verre en oblique sur lequel on projette une image et ça donne dans le champ de vision l'équivalent de quelques icônes de large. Je pense que c'est 3 icônes de large par 4 icônes de hauteur. Donc ça donne un espace comme un coin d'écran de téléphone intelligent. Et ces icônes-là sont évidemment des applications de communication, de musique, des choses comme ça. Donc on sent qu'on s'en va vers ça chez Meta. Et vous vous dites, ben oui, Meta, on sait bien, ils font ce qu'ils veulent. La rumeur, c'est qu'Apple aussi va avoir des lunettes comme ça l'année prochaine. Donc c'est le nouveau créneau de l'électronique, là, les lunettes avec des fonctions connectées. Donc attendez-vous à ce qu'on en parle beaucoup dans les prochaines années. Mais dans ce marché-là, dans tous les gadgets du genre qui existent, c'est sûr que les lunettes Meta Ray-Ban de génération 2 ou les Oakley, si vous préférez le design des Oakley, sont le modèle à avoir s'il vous faut absolument ce genre de gadget-là. C'est cher. Les Meta Ray-Ban originales, j'avais été déçu de leur autonomie, surtout l'hiver, parce que la batterie, elle gelait tout de suite et on ne pouvait pas les utiliser dehors l'hiver. Le modèle a quand même été soutenu pendant quelques années. Et la version la plus récente a été lancée il y a 2 ans, je pense, Pascal? Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, bonne question. Je sais que j'ai eu la première génération cette année. Fait que j'ai pas eu la première génération, mais déjà qu'il y a une deuxième génération avec un processeur plus costaud, puis des qualités d'image plus intéressantes. C'est pas pire. Ouais, ce qui reste à voir, c'est la durabilité de la chose. Parce que quand on achète des lunettes, ça peut coûter facilement 700$ si vous prenez des verres polarisés et tout le kit. Vous voulez que ça dure, et là-dessus, je mettrais un bémol. Je ne suis pas certain que ça va être fonctionnel comme 8 ans, par exemple, ces lunettes-là, pour les fonctions plus évoluées. C'est ça, ça évolue tellement vite. Et c'est drôle, tu m'as pris, j'étais distrait, je regardais du coin de l'œil. Tu parles de l'an prochain, qu'il pourrait y avoir des lunettes à Apple, il va y avoir les lunettes de Meta avec de l'information dans le coin. Oui. Il y a aussi Snapchat, qui l'an prochain a déjà commencé, j'en ai déjà fait l'essai. Ils vont aussi offrir des lunettes avec de la réalité augmentée, donc un affichage dans le j'ai hâte coin. de voir parce que quand j'étais chez Qualcomm il y a quelques semaines, Snapchat était là avec ses spectacles, ils n'ont jamais réussi à les faire fonctionner. Il y avait un kiosque qui devait faire une démonstration et ça n'a jamais marché. Donc, je ne sais pas à quel point ça va être un succès leur truc, mais pour l'instant, je ne retiendrai pas mon souffle. Oui, quand Snapchat est venu à Montréal, j'étais un des premiers journalistes canadiens. Écoute, ils me disent que j'étais le premier à avoir la nouvelle version de leur système d'exploitation. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de bugs. Et eux aussi promettaient la traduction instantanée dans différentes langues. Et le truc qui est drôle, c'est que je crois que la traduction dans plusieurs langues, c'est un rêve américain. Tu sais, la bonne vieille blague, comment on appelle quelqu'un qui parle 2 langues, quelqu'un qui est bilingue, comment on appelle quelqu'un qui parle une langue, un Américain. Les Américains sont très forts là-dessus, la traduction instantanée, parce qu'ils parlent juste anglais. Et puis, je pense que pour la majorité des gens... eux-mêmes notre langue, C'est ça, c'est moins une priorité pour les utilisateurs internationaux. Mais tout le monde promet ça. Combien de fois, honnêtement, on n'a jamais besoin, sauf 2 semaines dans l'année, d'avoir quelqu'un qui nous traduit, et même là, généralement, on finit par comprendre malgré tout. Donc, c'est peut-être effectivement pas un besoin extrêmement vital, mais on sent que les fabricants de ces gadgets-là poussent fort pour ça. Et tu as raison de le dire, les gens qui parlent plus qu'une langue n'ont pas ce problème-là la plupart du temps. Donc, c'est quand même intéressant. Mais bon, bref, c'est un gadget qui est un peu le seul en son genre en ce moment. Il y a des marques moins connues qui offrent des lunettes dans le même genre, mais dans les grands fabricants, ça s'en vient. C'est vraiment quelque chose qui va probablement devenir un peu comme les montres connectées, là, un accessoire plus ou moins populaire auprès des gens qui achètent déjà un téléphone ou un ordinateur. Donc, à suivre. Mais les Meta Ray-Ban Génération 2, c'est un beau gadget, c'est bien ficelé, là, on a une belle technologie, elle est mature. J'aimerais ça avoir plus de fonctions. On promet, par exemple, qu'on va pouvoir faire des hyperlapse, donc des vidéos extrêmement ralenties où on va pouvoir filmer pendant 30 minutes pour obtenir une vidéo de 3 minutes. J'ai pas encore réussi à faire fonctionner ça. Je pense que c'est en bêta quand je l'ai essayé la première fois, donc c'est peut-être à être mis à jour, mais dans l'ensemble, c'est des lunettes qui passent inaperçues pour le côté technique de la chose et qui offrent quand même des fonctions amusantes. La question de la vie privée, ensuite, est une autre conversation, mais on l'aura un autre tantôt.
Parce que vous savez, Meta, c'est comme Google, il n'y en a pas de vie privée avec eux. C'est Non. toujours le contrepoids. Tout le monde de ces tout choses-là. nu, on est en public, c'est pas grave. Merci beaucoup, Alain. Voilà. Bon retour Pascal. de Kamloops. On se voit la semaine prochaine à Québec au GIC en personne. J'ai très, très hâte. Ceux qui vont être là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir. On va remercier TELUS, nos partenaires TELUS et Plan Hub. Merci d'être là, merci de permettre ce podcast. Cogeco Média pour la mise en onde et la distribution du podcast. Alain, on peut te lire dans la presse, entre autres. On peut t'écouter dans la balado de voiture. Ça tient la route, ben oui. J'ai hâte de faire de la route avec toi et moi, on peut me lire dans pascalforget.com. Ces temps-ci, suite à Planet Hoster qui m'a initié à l'optimisation de site web, je travaille très fort. Merci Planet Hoster. pascalforget.com, mon site web pour me lire et avoir plus de détails sur ce qu'on parle de dans le podcast. Écoute, merci Pascal. Écoute, je pense que tu as une deuxième ligne. Je te laisse aller Oui. parce que clairement, on voit qu'il est encore au téléphone. Tu vas pouvoir raccrocher bientôt tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à notre balado, bien sûr. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.